Pour introduire, je ferai part d'une anecdote que j'ai vécue ce matin en venant à Paris dans le train, où j'étais assis à côté d'un jeune ado qui lisait Science et Vie Junior, un truc comme ça, qui décrivait un peu ce qu'on vivrait en 2050. Donc des choses extraordinaires. Et puis ça m'a replongé quarantaine d'années en arrière, dans ce genre de trucs qu'on regardait quand on était ado. Et c'était quoi à l'époque? C'était une vie totalement aseptisée, des robots, et puis en l'an 2000, on mangerait des comprimés. Bien heureusement, les journalistes futurologues se sont tous trompés. On n'est pas du tout dans ce monde-là. Le végétal est au cœur des enjeux de santé publique, à la fois en termes de nutrition, comme on le verra ce matin, mais aussi en termes de cadre de vie. Donc c'est ce qui sera abordé ce matin lors de cette session plénière, avec 4 exposés. Un exposé sur les plantes pour la prévention de la maladie d'Alzheimer et de divers cancers, qui a été préparé par Kurt Ostertmann, mais qui malheureusement n'a pas pu se déplacer aujourd'hui et sera remplacé par M. Richaud. Un second exposé présentera Fruits et légumes, enjeux nutritionnels et santé publique par Jean-Michel Le Cerf. Nathalie Blanc nous présentera les travaux vertes urbaines en France. Et puis un 4e exposé portera sur les allergies aux végétaux. Bien, bonjour à tous. Donc, comme il vous a été expliqué, le professeur Ostertmann a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Donc, c'est pas grave, mais par contre, c'était totalement handicapant et ça l'empêchait de voyager pour les semaines suivantes. Donc, il nous a prévenu jeudi après-midi, malheureusement, enfin jeudi dernier, et il a demandé si je pouvais présenter sa conférence. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas évident de présenter la conférence d'un autre, puisque c'est une pièce de théâtre dont on n'a pas le livret. Juste à partir des diapos, on a juste échangé un mail sur une diapo concernant la pomme, donc c'était assez sommaire, et donc je réclame votre indulgence. Kurt Ostertmann, c'est quelqu'un qui est reconnu au niveau international, bien sûr, et pour la bonne et simple raison qu'il a très longtemps fait autorité dans tout ce qui était études phytochimiques, en dirigeant un grand laboratoire européen, à Genève puis à Lausanne. Il a pris sa retraite en 2009, sa retraite uniquement, disons, de la direction de l'équipe. Il est resté très actif. Vous voyez qu'il est toujours professeur honoraire aux universités de Genève, Lausanne, Nanjing, donc qui est l'ancienne capitale impériale chinoise, dans le Shandong, et également membre de l'Académie des sciences à Shanghai. Il a oublié qu'il était aussi enseignant invité en Afrique du Sud, en Thaïlande, etc. Donc, toujours très actif, et depuis sa retraite, notamment, et pour des raisons personnelles, il s'intéresse beaucoup à l'aspect préventif de la maladie d'Alzheimer, donc d'où le titre de cette conférence, des plantes pour la prévention de la maladie d'Alzheimer et de divers cancers, et où on verra que ce ne sont pas seulement les plantes médicinales qui sont concernées, mais bien les aspects nutritionnels d'une façon très élargie. Donc quelques rappels sur la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer donc vient de ce pathologiste allemand, Alois Alzheimer, qui a décrit pour la première fois cette maladie, donc sur la base d'une patiente, plus exactement de l'autopsie d'une patiente qu'il avait suivie très longtemps, qui est décédée prématurément à 51 ans. Et c'est lors de l'autopsie et notamment de l'observation du cerveau qu'il s'est rendu compte qu'il y avait certaines lésions caractéristiques qu'on pouvait associer à ce qu'on appelait à l'époque la démence sénile, donc notamment au niveau des fibrilles et de dépôts particuliers de plaques, les plaques amyloïdes, dont on reparlera plus tard. Et donc, vous le savez, c'est une forme de dégénérescence cérébrale, donc aboutissant après dégradation progressive des facultés mentales à ce qu'on appelle la démence sénile. Donc, cette maladie est caractérisée par une baisse des fonctions cognitives, mais c'est une baisse qu'on connaît malheureusement de toute façon avec le vieillissement d'une façon générale, avec la période, l'âge
clé, entre guillemets, sinon on peut employer ce terme, 65 ans. En général, on parle de 65 ans, mais bien sûr, c'est un chiffre indicatif. Donc, certaines personnes, bien sûr, plus jeunes, en sont atteintes, tandis que des personnes âgées n'ont pas ce genre de problème. Alors, quand on parle de baisse de fonction cognitive, on observe un certain nombre de caractéristiques, notamment une diminution de l'attention, une diminution, ce qui est assez lié de la concentration, perte de la faculté à se concentrer. La mémoire, et vous le savez surtout, ce qu'on appelle la mémoire immédiate, donc la mémoire à court terme est affectée, on ne se rappelle plus ce que l'on vient de faire, et puis la capacité de raisonnement est également, dans le même ordre d'idées, altérée. Ceci s'accompagne aussi d'une perte du sens de l'orientation. Vous avez des personnes qui partent aux toilettes dans l'avion ou au train et qui sont incapables de retrouver leur siège. Donc c'est vraiment une perte très sévère de l'orientation et de l'orientation immédiate. Donc ce qu'on recommande, ça vous le savez aussi, ce sont des grandes généralités. On sait qu'il faut, pour prévenir ces défauts, exercer ou essayer d'exercer le plus possible et de façon quotidienne une activité physique, que ce soit de la marche, de la gymnastique, etc. L'activité cérébrale est très importante, donc ça peut constituer en simple mots fléchés, mots croisés, des sudoku, lire, écrire, etc. Avoir une vie sociale active, donc ça c'est important, de toute façon. Et donc participer à des discussions. Donc éviter les discussions conflictuelles, parce que là vous allez engendrer du stress, mais discuter c'est toujours important. Et bien sûr, on le sait aussi, les fameux 5 fruits et légumes, même si le 5 est complètement idiot, l'important c'est d'avoir une alimentation équilibrée et variée, et notamment riche en fruits et légumes. Donc on peut également, bien sûr, prendre, on en reparlera, de façon préventive, des médicaments qui peuvent améliorer la concentration et autres fonctions cognitives. Dans le cas des patients atteints de traitement de la maladie d'Alzheimer, donc pour l'instant malheureusement on a surtout des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer la condition, mais bien sûr on ne va pas pouvoir guérir le patient. Donc on a 2 grandes classes de composés qui vont agir sur 2 cibles particulières. La cible historique est la plus connue sans doute, c'est l'acétylcholinestérase. Donc ces médicaments vont ralentir la destruction de l'acétylcholine, donc ce neuromédiateur qui va intervenir au niveau de la transmission synaptique. Et donc en inhibant, en ralentissant cette destruction, vont favoriser, vont combattre un peu ces pertes de mémoire et ces dysfonctionnements neuronaux. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas une guérison, mais une amélioration. Donc on a 2 grands types de composés. Donc des composés de synthèse, qui sont obtenus par synthèse organique totale. Donc là, on est tout à fait en dehors des produits naturels. Donc le donépésil et la rivastigmine, on va retrouver aussi sous forme de patch, qui permettent une libération prolongée du principe actif. Et puis on a un produit naturel qui était connu depuis longtemps, la galantamine, qui tire son nom galantamine de Galanthus, donc le perce-neige. Et donc on peut produire cet alcaloïde par synthèse ou par extraction. Donc les bulbes, bien sûr, le perce-neige n'est pas facile à reproduire, mais on va plutôt s'adresser à d'autres liliacées, les bulbes de narcisse ou de jonquille, qui vont permettre de produire en grosse quantité cet alcaloïde. Donc première cible, l'acétylcholinestérase. On a aussi une deuxième cible qui va indirectement agir sur les canaux ioniques, notamment par le biais des récepteurs NMDA qui sont activés par le glutamate. Et donc, on va observer cette fois-ci une régularisation de cet excès éventuel de glutamate dans les synapses. Et donc, on va agir une fois encore sur l'amélioration de la mémoire d'une façon générale. Et donc, on va retrouver là aussi
des composés de synthèse tels que la mémantine. Donc les deux cibles étant distinctes, on peut avoir des bithérapies, c'est-à-dire associer les deux, bien sûr sous contrôle médical, puisque les associations doivent toujours être clairement étudiées. Donc associer des médicaments agissant sur les deux cibles, et on peut même avoir des trithérapies avec par exemple des extraits de ginkgo biloba. Donc on reparlera de cette plante plus tard, qui a des effets démontrés, justement ce sera très discuté, sur cette pathologie. Alors d'une façon générale, on sait que toutes ces altérations liées au vieillissement sont dues à ce qu'on va appeler le stress, ce qu'on appelle le stress. Donc la première chose, bien sûr, ça va être de lutter contre le stress. On peut s'adresser à ce problème, notamment par une plante qui est populaire depuis une dizaine d'années. Donc en fait, le début de la popularisation, si on peut s'exprimer ainsi, de cette plante, vient d'un article de Newsweek, cette revue américaine, sur cette plante qui éliminerait le stress. Et en fait, il s'agit d'une plante, le Rhodiola rosea, une plante qui était connue depuis très longtemps dans les pays nordiques, en Russie, en Scandinavie, etc., et utilisée pour ses propriétés, et qu'on a redécouvert notamment lors des campagnes russes en Afghanistan, puisque les soldats russes résistaient au manque de sommeil, au stress, etc., par l'utilisation de cette plante. Donc Rhodiola rosea, voici la plante. Voilà, donc là vous avez les rhizomes, les parties souterraines qui vont être utilisées sous forme d'extrait. Donc c'est ce qu'on appelle Rhodiola rosea, c'est de la famille des sédums. C'est ce qu'on appelle chez nous l'orpin rose. Donc en allemand, Rosenwurz. Excusez l'accent, c'est pareil. Donc c'est une plante fréquente à une crassulacée, une plante succulente qui est fréquente dans les régions montagneuses, donc de l'hémisphère nord, plutôt en altitude. Donc on va retrouver en Suisse, mais seulement dans le Haut-Valais, l'ouest des Grisons et le nord du Tessin. Donc c'est une plante qui est efficace, et très efficace contre la fatigue et le stress. Elle est citée par les grands médecins de l'Antiquité, notamment par Dioscoride, dans son traité traduit en latin au Moyen-Âge par De la matière médicale, De materia medica. Elle est utilisée, donc, comme on l'a évoqué depuis très longtemps, de façon en médecine traditionnelle, en Russie et dans les pays scandinaves, également en Islande. Donc pour augmenter l'endurance physique et la résistance au mal d'altitude, pour le traitement de la fatigue, des infections, des désordres du système nerveux central. Donc Rhodiola rosea, donc on l'appelle l'orpin rose. Vous avez vu que l'inflorescence était jaune. Pourquoi orpin rose? Donc en fait l'inflorescence est jaune, mais cette plante dégage une odeur de rose, donc qui est due au monoterpène qu'elle contient, et donc qui lui donne cet arôme. Donc le nom vient de l'odeur et non de l'aspect direct. Et donc il y a eu différentes études qui ont été menées, notamment une publiée dans Food Chemistry, assez récente, et on a mis en évidence un certain nombre de composés. Donc la Kurt, on a mis certains, mais il y a aussi des composés particuliers dérivés du phénylpropane qui sont vraiment des marqueurs de cette espèce. Et donc ces composés montrent une activité évidente vis-à-vis de la cible dont on a parlé tout à l'heure, l'enzyme acétylcholinestérase. Et donc inhibant cette enzyme, on explique la propriété de l'extrait vis-à-vis de cette résistance au stress. Donc c'est ce qu'on appelle des plantes adaptogènes, d'une façon générale. Vous connaissez bien sûr le ginseng, qui est très connu
dans cet ordre d'idées, c'est-à-dire des plantes qui augmentent la capacité de l'organisme à résister à la fatigue, au stress, d'une façon générale. Le stress, hein, si on le résume, hein, il y a 3 grandes phases dans le stress, hein, vous les connaissez. La première phase, c'est une phase d'alarme, donc l'organisme nous avertit qu'il y a un gros problème, donc, par des signes physiologiques que vous connaissez également, augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine, transpiration, etc. Donc ça, c'est la phase d'alarme qui est caractérisée et déclenchée par l'hormone adrénaline, un neuromédiateur. Ensuite, il y a une phase d'adaptation, c'est-à-dire que suite à cette alarme, l'organisme va tenter de résister, donc, et notamment de compenser les pertes énergétiques déclenchées lors de l'alarme, notamment par le biais de la glycémie. Et donc, on va avoir une sécrétion, notamment de cortisol. Vous avez les structures moléculaires correspondant à ces 2 hormones sur la diapo. Et bien sûr, la troisième phase, si l'adaptation est insuffisante, c'est un épuisement. Donc l'épuisement qui va se caractériser par différents symptômes, aussi bien physiques, mais bien sûr psychiques. Et dans ces symptômes psychiques, on parle souvent maintenant du burn-out, cette espèce de dépression rapide et soudaine qui va être déclenchée. Et comme cet article récent du matin dimanche le démontre, ce burn-out peut donc être corrélé à un dosage de cortisol, puisque c'est la production hormonale qui va être associée à la phase adaptative. Donc, on est en train d'essayer de mettre au point, notamment au niveau de collègues canadiens, un test salivaire qui serait complété avec des analyses plasmatiques plus sophistiquées, mais l'idée étant de corréler ces doses de cortisol et de prévenir justement d'être encore dans la phase adaptative et de prévenir un état dépressif sévère par ce biais-là. Donc, idéalement, les chercheurs canadiens essayent de le faire par un simple prélèvement salivaire. Donc si on revient à notre rhodiola, à notre plante russe, entre guillemets, les effets ont été démontrés. Vous voyez qu'on peut toujours, en s'adressant à ce marqueur cortisol comme un indicateur de stress, au moins de ce déclenchement de la phase adaptative, cette étude vous montre que la concentration de cortisol dans la salive de patients, donc après 28 jours de traitement, est nettement réduite. Une étude qui a été publiée en 2009 dans Planta Medica. Donc vous voyez en orange le placebo. Donc on prend la concentration pour s'affranchir de tous les phénomènes de stress qui peuvent intervenir dans la journée. On prend la première concentration au réveil du patient, donc c'est le temps 0, et puis ensuite on la prend sur 1 heure, toutes les 15 minutes. Et donc vous avez une différence marquée entre les patients traités par des extraits de parties souterraines de rhodiola et puis les patients n'ayant reçu qu'un placebo. Donc plante très active contre le stress, et comme on l'a évoqué tout à l'heure dans les trithérapies, on aura également un intérêt à compléter l'arsenal thérapeutique de synthèse totale, par les produits naturels et notamment les extraits de ginkgo, donc le ginkgo biloba. Donc ginkgo biloba, vous savez que c'est un fossile vivant, on le date à plus de 270 millions d'années, c'est pour ça qu'on le retrouve dans des couches géologiques datées de ces époques, où on reconnaît très clairement la feuille qui n'a pas changé, la feuille de cet arbre. Un arbre très particulier parce qu'il résiste quasiment à tout, c'est certainement la raison pour laquelle il est toujours parmi nous, entre guillemets. Donc il résiste à la pollution atmosphérique, à des températures très basses, en dessous de 20 degrés. Vis-à-vis des phytopathogènes, il est également tout à fait résistant, vis-à-vis des phytopathogènes de type fongique ou bactéricide. Les attaques virales, il résiste au feu, aux insectes
et aux radiations, puisque on sait qu'il a survécu à la bombe atomique d'Hiroshima. Donc voilà, donc vous vous rappelez, vous savez, excusez-moi. 6 août 1945, donc, explosion nucléaire à Hiroshima, donc seuls quelques bâtiments sont préservés. Donc la photo a été prise assez récemment après l'explosion. Donc tout était bien sûr brûlé, carbonisé, et les premières pousses vertes qu'on a vues réapparaître sur le site sont celles d'un ginkgo. Un ginkgo qui est toujours là, dont vous voyez les branchages ici. Donc c'est un arbre qui est extrêmement résistant, et donc qui est un arbre sacré que vous retrouvez dans tous les temples de Confucius, les temples shintoïstes au Japon. Donc pour ces raisons, c'est un arbre auquel on prête des vertus, mais qui ensuite peuvent être vérifiées ou infirmées par les études. Donc, les ginkgos, les feuilles de ginkgo, on les utilise en médecine traditionnelle. Donc, utilisation en médecine traditionnelle chinoise, bien sûr. C'est l'arbre est d'origine chinoise. Ginkgo, en chinois, ça veut dire abricot doré. C'est par allusion aux fruits. Donc, on l'utilise contre l'asthme, les allergies, les bronchites, aussi vis-à-vis des troubles circulatoires. Et bien sûr, troubles circulatoires qui peuvent être associés à divers troubles du système nerveux central et que l'on associe, comme je vous l'ai dit, le plus souvent au vieillissement, donc aux troubles d'une façon générale liés au vieillissement. Dans ce ginkgo biloba, donc notamment au niveau des feuilles, on va trouver des composés dont on reparlera souvent parce que ce sont des polyphénols qui sont assez ubiquitaires dans le règne végétal et qui ont des propriétés antioxydantes d'une façon générale très marquée, antiglycantes aussi vis-à-vis de la dégradation des protéines. Donc une plante très riche en flavonoïdes et aussi d'autres composés qui là ne sont pas du groupe des polyphénols, mais du groupe des terpènes, des diterpènes polylactoniques. Vous avez un certain nombre de cycles ici qu'on appelle des lactones, et donc qui, eux, sont spécifiques des ginkgos. Et donc, on pense que l'association de cette richesse en flavonoïdes et de ginkgolides constitue le principe actif, d'une façon générale, de ce ginkgo. Donc le ginkgo au niveau des indications, on le retrouve recommandé pour combattre les troubles associés à une insuffisance vasculaire cérébrale, puisqu'on verra qu'on a des démences qui sont définies comme des démences vasculaires, donc démences qui sont consécutives à des accidents vasculaires. Et donc, pour combattre, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, vertige, troubles cognitifs liés à l'âge, problèmes de saignement et bien sûr la maladie d'Alzheimer. C'est la raison pour laquelle, depuis novembre 2005, le ginkgo a été reconnu pour le traitement de cette maladie en Belgique et également pour le traitement de la démence sénile en Allemagne. Donc, si on étudie ou si on s'adresse à l'efficacité de l'extrait de cette plante, vous allez voir que il y a différentes études qui sont contradictoires, mais c'est souvent le cas lorsqu'on s'adresse à la phytochimie et à la phytothérapie. Donc, on a ici une première étude de 2007 en double aveugle, donc double aveugle contre placebo, bien sûr, avec un effectif de 400 patients, donc âgés de plus de 50 ans, et donc atteints de façon diagnostique. Il y avait un diagnostic médical de maladie d'Alzheimer, dans certains cas, ou de démence vasculaire. Donc démence vasculaire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est des démences qui sont dues ou qui sont plus exactement consécutives à des accidents cérébrovasculaires cérébraux, et donc qui entraînent des lésions cérébrales qui elles-mêmes vont entraîner ces démences particulières. Donc on a administré, donc le groupe divisé en deux,
administration de 120 mg d'extrait de ginkgo 2 fois par jour, d'un côté, et administration d'un placebo au groupe de contrôle, le tout sur une période de 22 semaines. Puis évaluation des patients par une batterie de tests neuropsychologiques, donc un certain nombre de marqueurs des performances cognitives notamment, et on a constaté de façon nette une amélioration des fonctions cognitives et également des symptômes comportementaux chez les patients du premier groupe, c'est-à-dire ceux qui avaient été traités par le ginkgo. Bon, cette étude a été ensuite contredite par d'autres, notamment cette étude américaine. Donc là, on avait travaillé sur un grand nombre de personnes, je crois que c'était de l'ordre de 3000, donc pratiquement 10 fois plus que dans l'étude précédente, mais des personnes beaucoup plus âgées, vous voyez, entre 72 à 96 ans. Et au cours de cette étude, se déroulant sur plusieurs années, on n'observait pas un ralentissement du déclin cognitif comparativement aux personnes prenant un placebo. Donc l'étude publiée dans le JAMA, les auteurs étant quand même très prudents en expliquant que tout ça était très compliqué entre des personnes très âgées, des personnes atteintes précocement de la maladie d'Alzheimer, les aspects comportementaux et les habitudes, les rythmes de vie, etc. Donc ils étaient assez mesurés et n'utilisaient pas leur étude pour contredire toute utilisation utile du ginkgo. Cela beaucoup moins mesuré, disons. Donc là, c'est un Science et Vie de mars 2011, où, reprenant une autre étude, canadienne cette fois, je crois, on en concluait que les préparations à base de ginkgo avaient en gros autant d'effets indésirables que d'effets thérapeutiques. Donc là, c'était une négation complète du ginkgo. Donc, les résultats de plusieurs études sont contradictoires. Donc, d'autres études ont été menées. Alors, vous rencontrerez souvent ce genre d'études contradictoires dans la phytochimie. C'est très compliqué. En plus, on est dans du symptomatique. On est dans des extraits de plantes qui ne sont pas toujours standardisés ou autres. Donc, ce n'est pas non plus étonnant. Bon, les dernières études, quant à elles, sont beaucoup plus rassurantes, puisqu'on en a réalisé de nouvelles sur 300 personnes. Donc, vous avez souvent, vous voyez, des effectifs beaucoup plus petits, mais c'est aussi parce qu'on s'adresse à beaucoup plus de tests, et donc on doit les faire sur des populations plus réduites. Bien sûr, quand on a 3000 personnes, on prend un seul indicateur, et donc, finalement, l'un dans l'autre, peut-être faut-il mieux prendre des populations suffisamment grandes d'un point de vue statistique, avec beaucoup plus d'indicateurs pour bien explorer l'ensemble du phénomène. Donc là, des personnes d'âge, on va dire moyen, 45 à 65 ans, avec un léger déficit cognitif, traitées par 240 mg d'extrait pendant 6 semaines. Et on a observé, cette fois-ci, une amélioration des fonctions cognitives et de la qualité de la vie. De même, on a une autre étude en 2011 qui, cette fois-ci, s'est centrée sur un extrait breveté, un extrait standardisé, et on a également observé les mêmes améliorations. Donc, les conseils pratiques, donc là, c'est les conseils pratiques du professeur Ostetman, bien sûr, mais je vous les redonne. Utiliser des préparations enregistrées, comme médicaments et non des compléments alimentaires. Bon, après, je ne sais pas s'il y a des représentants des compléments alimentaires, mais c'est... Bon. Sur le marché, donc, on trouve des comprimés avec des extraits standardisés à 40, 80 et 120. Et les études montrent qu'il est important d'en prendre matin et soir, de façon à ce qu'il y ait une biodisponibilité sur toute la journée. Apparemment aussi, il serait utile de ne pas le faire
d'un point de vue prolongé, mais, enfin je veux dire 3 mois, mais s'interrompre. Hein, c'est-à-dire faire des cures de 3 mois environ ou plus. Donc là on parle des personnes jeunes, hein, comme nous tous. Et puis recommencer une nouvelle cure après une interruption égale, sensiblement égale à la période de traitement. Bien sûr, hein, pour les personnes beaucoup plus âgées, on peut prendre ce traitement pendant de plus longues périodes. Bien sûr, hein, substances naturelles, ça reste quand même des médicaments, même s'ils sont d'origine naturelle, et vous avez toujours des interactions médicamenteuses, et notamment dans les extraits de ginkgo, interactions possibles avec les anticoagulants, et donc à faire si, sur avis médical ou sous suivi médical, si vous êtes ou si les personnes sont concernées par ce type de traitement. Voilà pour le ginkgo. Là, on va passer à quelque chose qui est moins exotique. Hein, vous reconnaissez le romarin. Donc, le romarin, un Rosmarinus originaire du sud de l'Europe, et donc utilisation également ancestrale, puisqu'on retrouve des inflorescences de romarin dans les tombes des pharaons, et que dès la Grèce antique, on savait que le romarin, toujours dans l'optique de notre exposé, améliorait à la fois concentration et mémoire. Les grands médecins de l'Antiquité, Hippocrate et Dioscoride, le prescrivaient également, notamment dans le traitement des affections hépatiques. Et puis, dès le Moyen-Âge, en Europe, on le brûlait dans la chambre des malades pour désinfecter l'atmosphère. Au niveau des constituants chimiques, donc on retrouve les flavonoïdes qu'on a évoqués dans le cas du ginkgo, des tanins, des acides phénoliques, acide caféique, férulique, rosmarinique et carnosique, donc qui vont avoir des propriétés antioxydantes, tout comme la vitamine E. Donc, la vitamine E, en fait, il y a un certain nombre de dérivés, mais le principal est le tocophérol. C'est bien sûr une plante aromatique, et donc on va avoir cette plante va produire une huile essentielle dont le constituant majoritaire, 40%, est le cinéole. Et c'est une plante qui améliore la mémoire. Et on le sait depuis longtemps, puisque cette indication est déjà mentionnée par Shakespeare, dans Hamlet. Donc vous connaissez tous Hamlet, les 5 heures de pièce d'Hamlet. Donc à l'acte 4, scène 5, donc il ne faut pas le rater, Ophélia dit « Voici du romarin, c'est pour la mémoire ». Donc Shakespeare aussi connaissait l'usage du romarin vis-à-vis des troubles de la mémoire. Donc on a parlé de ces deux acides, les voici, l'acide rosmarinique, donc là on est dans le groupe des polyphénols, et puis chez les diterpènes on a l'acide carnosique. Les étudiants dans la Grèce antique, donc on pourrait répéter l'usage ici, en mettaient dans les brins de cheveux pour passer les examens, et donc c'était pas complètement idiot, puisque les données actuelles montrent certaines activités, et notamment, on a parlé des fibrilles dans la maladie d'Alzheimer, on a une amélioration de cette pathologie, notamment par l'acide rosmarinique qui inhibe la formation de bêta-amyloïdes, donc c'est la protéine qu'on va retrouver au niveau des dépôts fibrileux qui sont caractéristiques de cette maladie, et c'est démontré par une étude clinique. On a également fait des analyses au niveau de l'huile essentielle, donc comme on l'a dit tout à l'heure, avec essentiellement du cinéole, qu'on appelle aussi l'eucalyptol, c'est le principe actif qu'on retrouve aussi chez les feuilles d'eucalyptus. Et là, on a fait une exposition d'un certain nombre de volontaires à des arômes, à l'huile essentielle diffusée dans des cabines. Et après l'exposition, on s'est rendu compte que les performances cognitives étaient nettement améliorées en cas
cas d'examen ou d'autres études. Hein, donc la conclusion des auteurs, c'était une bouffée de romarin va booster votre cerveau. Donc je vais passer sur les utilisations actuelles, puisqu'il faut que j'accélère un peu. Et l'autre point abordé, enfin un nouveau point, va concerner le thé, hein, donc toujours dans la même optique. Donc le thé a en partie utilisé le bouton et les 2 premières feuilles du rameau. Donc bien sûr une production essentiellement asiatique, avec 60% de la production mondiale, et une remarque générale bien sûr sur les pesticides. Et le thé vert, hein, donc vous le savez, est bon pour la mémoire lui aussi. Donc la consommation régulière, hein, donc les études le démontrent également, de ce thé vert. Donc quand on parle de consommation régulière, ça correspond au minimum à 2 tasses par jour. Ben oui, je sais, Denis, c'est pas bon, mais bon. Améliore les fonctions cognitives et la mémoire. On parlera du café après. Donc le thé vert, hein, et ça c'est démontré aussi donc, à cette activité ou ses propriétés, car il contient des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, donc démontrés sur des tests in vitro, avec hein, comme principal inhibiteur l'épigalocatéchine, donc un polyphénol, l'épigalocatéchine galate, qui est un bon neuroprotecteur de ce fait. Et donc, la particularité, hein, c'est que lorsque l'on fermente le thé, donc c'est le procédé qui a été développé au 19e par les Anglais pour pouvoir transporter le thé qui conserverait des propriétés aromatiques. Bon, malheureusement, le thé est fermenté, donc le thé noir, lors du processus de fermentation, on détruit l'épigalocatéchine galate, et donc le thé noir n'a pas les propriétés du thé vert. Le safran, donc là je vais aller très rapidement avec là, une collection de stigmates. Donc vous savez que c'est une récolte qui est très, très complexe, notamment pour obtenir des quantités suffisantes de safran. À peu près 100 000 fleurs sont nécessaires pour collecter 1 kg de safran. Donc, qui va contenir un certain nombre de principes actifs, hein, donc plantes aromatiques bien sûr, à huile essentielle, mais également qui va contenir des caroténoïdes, la picrocrocine, etc. Et réputé aphrodisiaque, et comme beaucoup de plantes, toxiques à haute dose. Pour ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, on a, par le biais d'une étude clinique, hein, démontré, hein, lors d'un traitement, encore une fois, sur 22 semaines, en séparant hein, les 54 patients comme d'habitude en 2 groupes, mais un traité par un inhibiteur hein, dont on a parlé dès l'introduction, un inhibiteur de synthèse de l'acétylcholinestérase, le donépésile, et puis les autres traités par 15 mg d'extrait éthanolique de safran. On a montré une efficacité semblable entre les 2 composés. Donc c'est bien sûr très intéressant, mais au prix du safran, là, il faut mieux utiliser quand même raisonnablement le produit de synthèse, à moins que vous ayez vraiment les moyens, mais c'est vraiment trop onéreux pour avoir des applications. Une plante qui est souvent utilisée, ou une partie de plante, pour falsifier le safran, justement, là c'est pour des problèmes des incidences économiques, c'est le curcuma. Donc curcuma, hein, donc la poudre, on va l'utiliser pour falsifier le safran, hein, pour le vendre en lieu et place du safran. Mais c'est une plante qui a des propriétés thérapeutiques très intéressantes, notamment riche en curcumine et curcuminoïdes qui ont des propriétés antioxydantes très marquées. Ces propriétés antioxydantes concernent aussi l'oxydation lipidique, ce qu'on appelle la peroxydation lipidique. Donc, vont être liées à une diminution de l'intensité des inflammations, baisse des niveaux de cholestérol et sur un aspect sur lequel on travaille de plus en plus, un aspect chémopréventif, c'est-à-dire prévention par traitement chimique,
du cancer du côlon, les cancers des voies digestives. Et puis, là c'est plus controversé, aurait éventuellement un effet sur la cataracte. Et donc, lorsqu'on isole un des principes actifs, notamment la curcumine, de ce safran, on démontre des propriétés sur des cibles qu'on a déjà évoquées, notamment le dépôt de protéines bêta-amyloïdes et inhibition de la bêta-sécrétase, donc qui va favoriser cette formation fibrillaire, et de l'acétylcholinestérase, donc qui va permettre de restaurer des taux d'acétylcholine. Donc résultats qui sont obtenus sur des tests en tube pour simplifier et qui devront être confirmés. Et donc, notamment, il y a un certain nombre d'études cliniques en cours pour démontrer cela sur un grand nombre de patients. La myrtille, alors je vais vous passer les aspects classique d'utilisation des myrtilles. On va se concentrer encore une fois uniquement sur le centre du sujet. Donc une étude clinique avec des volontaires âgés de 70 ans qui ont bu 2 à 2 décilitres et demi de jus de myrtille pendant 2 mois. Et donc également une amélioration démontrée par une étude de 2010, une amélioration significative des facultés mémorielles des personnes concernées. La pomme, donc célébrée par les peintres, vous avez ici le célèbre tableau de Magritte. Donc, constituant, je passe aussi parce que je pense qu'il va me rester 5 minutes ou même pas. À peine. Je pensais que vous étiez parti. Bon, alors vite. Donc, constituant essentiel, donc quercétine, c'est encore un flavonoïde, et autres polyphénols aux propriétés antioxydantes. Donc, c'est toujours le problème avec les pommes, c'est que la majorité des flavonoïdes sont dans la peau. Et donc, vous savez que les pommes subissent, même dans les productions fruitières, intégrer un certain nombre de traitements. Donc, c'est toujours à mettre en relation aussi avec le côté pesticide. C'est un fruit qui est, vous le savez, riche également en vitamine C, en polysaccharides et en pectine. Donc là, on est sur l'aspect fibre plus mécanique. Et la pomme, on vient de redécouvrir, enfin, vous savez que c'est le fruit aux mille vertus, donc vous connaissez le dicton anglais une pomme par jour éloigne le docteur. Donc Churchill dénigrait en plus ce dicton en disant oui, une pomme par jour éloigne le docteur, surtout si vous visez bien. Mais maintenant, on l'a changé en une pomme par jour éloigne l'Alzheimer. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, lors d'études in vivo, donc administration de jus de pomme lyophilisé à des souris, donc on travaille là sur modèle animal. Donc au niveau de l'orientation des souris, dans un labyrinthe, celles qui ont reçu le jus de pomme s'orientent de façon beaucoup plus aisée. Et cette fois-ci, une étude clinique en milieu hospitalier montre que l'administration de 2 fois 120 ml de jus de pomme à des patients pendant un mois n'entraîne pas d'amélioration des fonctions cognitives, mais une nette amélioration du comportement, donc notamment troubles de l'anxiété, dépression, agitation. Donc, à ce sujet, donc, la Kurt nous présentait une pomme qui a été développée, une variété, une pomme à anthocyane. C'est pour ça que vous voyez que la chaîne est rouge, la chair pardon, est rouge-rose. Donc, pomme développée dans le canton de Turgovie, dont on m'a dit, enfin il m'a dit qu'on retrouvait dans les grands restaurants suisses et allemands sous forme de sorbet, etc. Donc là, je vous ai indiqué aussi, parce que je sais que ça se fait à Angers, notamment il y a eu un consortium qui s'est mis en place, l'IFORED, je crois que c'est à la fin de l'année dernière, justement un consortium international. Donc, par contre, je ne me souviens pas les Suisses dedans.
mais pour commercialiser et valoriser cette nouvelle variété de pommes riche en anthocyanes, donc qui cumulerait les flavonoïdes et les anthocyanes dans l'aspect antioxydant, avec aussi un aspect esthétique très intéressant. Et on va terminer sur les fraises, hein, juste une minute. Donc les fraises, hein, c'est les derniers développements également pour prévenir, donc l'aspect chémopréventif, les cancers de l'ésophage. Donc bien sûr les fraises, hein, vous connaissez aussi bien les aspects fraises sauvages que cultivées. Au niveau des constituants chimiques de ce petit fruit, on va retrouver des acides gras insaturés, hein, 155 mg pour 100 g de fruits frais, et de la vitamine C, mais pas seulement de la vitamine C, hein, donc bien sûr vous connaissez les propriétés antioxydantes, mais un certain nombre de vitamines, hein, B1, notamment toutes les vitamines B, enfin la plupart des vitamines B, et la vitamine E, donc le tocopherol, qui a également des propriétés antioxydantes, le tout accompagné de polyphénols, donc les anthocyanes qui vont donner cette couleur rouge aux fruits, des flavonoïdes et puis des polyphénols condensés qu'on appelle les tanins. Et des études récentes, hein, vous voyez en 2011, montrent que la fraise a des effets préventifs, hein, notamment on a travaillé sur des patients qui présentaient des lésions précancéreuses au niveau de l'ésophage. Donc sur ces patients ou pour ces patients, on leur a administré d'une façon journalière pendant 6 mois, donc 2 fois par jour, hein, 2 fois 30 grammes, des extraits de fraises, enfin de la fraise lyophilisée plus exactement, donc reprise en suspension dans l'eau. Et on a démontré, hein, que la consommation de ces extraits pouvait être associée de façon claire avec une diminution de ces lésions précancéreuses pour 29, hein, sur les 36 patients. Donc le tout étant démontré par des biopsies, donc démonstration évidente avant et après le traitement par les fraises. Et les fraises peuvent elles aussi booster le cerveau. Hein. La consommation de fraises peut ralentir le déclin cognitif, donc c'est démontré par une étude clinique chez les personnes âgées, avec l'association avec ce côté préventif, avec encore un flavonoïde, un particulier, ou tout au moins abondant chez la fraise, qui est la fisétine. Donc la fisétine isolée, hein, à part, présente des propriétés de réduire l'accumulation, donc toujours de ces fibres, ces fibrilles de type bêta-amyloïde dans les neurones. Donc ça c'est démontré sur modèle animal. Et également, hein, sur ces mêmes animaux, va améliorer leur sens de l'orientation, comme démontré dans les études précédentes. Après, il y avait la tomate et le lycopène. Mais vous retrouverez ça, parce que la présentation sera disponible sur Internet. Le café, les hommes qui boivent, sur une étude, 6 tasses de café par jour ont un risque de développer un cancer, un risque réduit de 60%. Et c'est corrélé, hein, de 1 à 3 tasses, c'est 30% pour le cancer de la prostate, donc une véritable prévention. Et que le café soit décaféiné ou pas, il n'y a aucune différence dans l'étude. Donc buvez du café. Et ce qui se développe justement, on parlait du thé, Denis, hein, tout à l'heure, c'est la grande mode maintenant, c'est de faire du café vert, hein, pour préserver, comme pour le thé vert, un certain nombre d'aspects. Mais comme il paraît que c'est pas bon du tout à boire, on fait des mélanges savants de façon à garder les deux aspects. Sur les principes actifs, donc vous mentionnez très clairement que ce sont des molécules très spécifiques qui ont un effet sur les maladies, ou en tout cas quand on veut être très spécifique aussi sur les maladies. Quelles sont finalement les formulations, ou est-ce qu'il y a une recherche essentielle, ciblée sur certaines technologies, pour définir quelles sont les formulations lorsqu'on souhaite utiliser des végétaux, des produits courants? La complexité de telles études, et notamment c'est un point très important que vous soulevez, c'est de caractériser l'extrait, au moins au départ. Après il y a encore les problèmes de biodisponibilité, de biotransformation, etc. Mais c'est vrai que c'est un point fondamental,
Et c'est pour ça qu'on voit aussi, donc là on n'est plus dans le jus de pomme, mais on est dans l'extrait standardisé de ginkgo. Lorsqu'on a un extrait standardisé, on peut raisonner parce qu'on a une constitution chimique avérée. Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'études, là je ne peux pas vous dire lesquelles, parce que bien sûr je n'ai pas pu aller dans le fond de toutes ces études, mais c'est vrai que souvent, un certain nombre d'études disent du jus de pomme. Mais on ne sait pas du tout s'il y a eu une pasteurisation, des traitements sous vide ou tout ce qu'on fait dans l'industrie agroalimentaire, auquel cas on peut perdre, comme lorsqu'on l'a vu avec le thé noir et le thé vert, des constituants essentiels. Et donc ça, c'est des études qui doivent être menées maintenant de plus en plus.